Jambo, jambo, jambo yenu. Salama, salama kule. Habari, habari, habari yenu. Habari yenu. Mimi Aigle de Kolwezi. Le grand Sayambo. Masiku iko napita. Na mambo iko nenda na kwa mingi. Kongo. Kongo ni hatari. Hata bantu baseme ki Kongo ni kimu cha bangi. Peut-être qu'on a raison, hein. Bon, sasa nimisalimie. Mambo iko hatari kule Kongo. Kile tunaomba shie ni conscience ya peuple congolais. Congo a traversé une période moya cruciale. Il faut bantu bafunguke kichwa. Il faut kutembea na dunia. Il faut donc avancer avec le monde. Le grand problème au Congo, c'est que les gens ne veulent pas avancer avec le monde. Dunia qu'on évolue. Bon, abaye dunia iko nafanya nini? Dunia nafikia wapi? Hein? Stratégie à leo ni nini? Tanto na vivre tout mu désordre kabisa. C'est un problème national. Aina problème ya ba politicien bule, ni problème ya batu bote. Politicien ni mtu. Kama mnamwachia temps, mnamwachia biote. Na ana family anapenda. Politicien abamwachia ke liberté totale. Ukimachia liberté totale, atamipeleka kula anapenda. Atafanya vile vyote na anapenda. Sangla atafanya vitu vya show mifurahisha. C'est ça le problème qu'on a en République démocratique du Congo. Le problème il y a sisi yote, problème national. Vile vinapita mkongo haina responsabilité ya mtu moja, ni responsabilité nationale. Kama mtu anafanya vibaya, hakuna kile mnamfanya, donc na mwa mnachika. Wote mnachika. Comme disait Martin Luther King. Ou bien tutajilibere shibote, ou bien tutakufa kama banyama shibote. Jutu kunaona mabaya, ma erreur ya mtu mwa, tunaacha paka pale. Vile Voltaire na aliandika mkitabu anasema tunazaliwa kashibo wote pamoja na mabahati ya pamoja. Mais kama unaona mtu anazaliwa nje anabeba ma privilege yote pa bulongo, bitezi kufika je, c'est-à-dire mwewe nyenzo mnamwachia ule mtu. Muntu mwa amidomine tu mwe bote. Ka groupe ya bantu kamidomine tu mwe bote. Ataba nakaita sema ni ka famille fulani, ni monsieur fulani, ni parti politique fulani. Nikisema mwewe nyenzo mnabacha bale bantu bamidomine. Mushilande. Hapana kutupia bantu responsabilité pa mkongo. Unaona no, c'est vrai. Ndio anafanya mabaya. Mwewe mna bizuri, kazi yenu ni nini? Si mwanzo wa kunyolosha. Dunia ayaribike surtout juu ya bale beko nafanya mabaya. Hapana. Dunia iko naribika juu ya sie tunaya bizuri. Metunikala kimya, ou bien si tunaya bizuri matifange kitu. Utaremarke ba mingi wanasema banajua bizuri. Na utaremarkaka wanafanya effort hata moya kuonesha kebo wanaya bizuri. Hakuna mamarche mnafanyaka mbalabala. Hakuna marenyo mnafanyaka kuonesha ke muna kumbania Kongo. Musa kuikala mwe wote, muna ngoja nani ataka kupikombania.
Histoire ya Congo inafanya 30 ans. Génocide du peuple congolais. Ba politicien benye abaisema. Usosikia politicien congolais anatoka anaweka mambo ya génocide du peuple congolais au sérieux. Ma régime yote. Tu sais pas que régime quoi, batabele Kabila quoi cap. Ils n'ont jamais mentionné le mot génocide du peuple congolais. Bote. Ça se monataka nani a annoncé que le peuple congolais est génocidé. Ba étranger. Attends. Angare vita Israël na Palestine. Hein? Mwangare mzuri, mutaona. Ba étudiant ba ma université ya mu États-Unis. Barianza sitting. Bana contaminé ma université en Europe. Bana contaminé ma université nini ya mafasi ingine. Ukifuata nombre ba Palestiniens bana kufa depuis zamani bo ça fait 70 ans, baso banyanganyaka blongo. Basha kufa mingi. Mais nombre yabo abatayage mu ma millions sa ku Congo. Ku Congo banawa bantu mutamwa record. Apa tu unasema basha fika ma plus de 15 millions ata ma 18 millions. Ba Congolais benye ababisema ke ba benye bantu au gouvernement. Baso des gens autour. Munataka nena tamiseme. Là inakuwa ni mambo ya Palestine ndio inakuwa à la page. Palestine, génocide aux Palestiniens. Ya ba Congolais bantu wanaanza kuhesabu. Ndio ba politicien amupousse agenda. Moi munasema mko ba politicien congolais. Vous attendez qui va pousser l'agenda pour vous? Na pourquoi tu veux faire la politique si tu veux être un blocage pour le Congo? On ne fait jamais la politique pour être un blocage pour le pays. Non. On fait la politique pour être un moyen de libération d'un pays. Non, un moyen de guide. Il faut guider le pays, montrer la bonne direction. Ne t'interpose pas, Congolais, donc vous n'avez pas de programme d'action. Alors vous avez condamné qui? Posons-nous des questions. Vous allez condamner qui? Moi, on a un problème. Vous avez un sérieux problème national. Et ce n'est pas le problème d'un individu, c'est un problème de tout le monde. Alors nous nous étonnons. On vous a dit, regardez ce que les Anglais sont en train de faire. On est en Angleterre, tu as asile, politique, économique, je ne sais quoi. Bano Kataria, ou bien, bana Kubeba, bana Kutuma Rwanda. Mambo ke koko ya bien, auta rudiaka en Angleterre, on a vakia mu Rwanda. C'est-à-dire, Kagame a décidé, si vous suivez la politique du Rwanda, abapende ba Hutu, benye ba Rwanda, bandugu yabo ba Hutu. Bale baripenda tubafungulie frontière kwetu, jo manvita yabo ya génocide. Bakoko tu ba réfugiés, kisha bata arranjaka mambo kwabo, batarudi. Ces Rwandais là. Paul Kagame ne veut pas que les Hutus rwandais retournent au Rwanda. La soi-disant communauté internationale avec l'Amérique en tête et l'Angleterre ne veulent pas, ne font rien pour que les Hutus rwandais réfugiés dans beaucoup de pays, spécialement au Congo, puissent retourner au Rwanda chez eux pour faire la réconciliation nationale qui va automatiquement amener la paix au Congo. Ils n'aiment jamais ça. Tout le monde nous parle de statistiques. Le Rwanda, c'est un petit pays avec une population exagérée. Les Rwandais n'ont plus de place. Mais curieusement, les mêmes gens qui nous bourrent le cerveau avec des théories, nous disant qu'il y a une face au Rwanda, que Rwanda ni kadogo, que Rwanda a besoin d'un espace, ne veulent pas que les Hutus, les véritables Rwandais originaires, puissent retourner chez eux. Même ceux qui sont nés après la soi-disant génocide du Rwanda. On leur prive le droit de retourner chez eux au Rwanda. Mais on préfère que les Afghans, hein, les Européens, les Somaliens, les gens du monde entier puissent aller remplir les vides que les Hutus ont laissés. Africains, surtout moi, Congolais. Majorité ce n'est pas le Rwanda qui va en pâtir. C'est le Congo que tout le monde est en train de viser. C'est la déstabilisation du Congo. RDC. Il y a ma politique qui est bien. Les politiciens congolais,
vous voyez quoi? Vous êtes en train de compter voir quoi? Quel est votre projet de société? Hein? Quelle est votre lecture de cette stratégie politique de l'Angleterre? Donc pour le retour des Hutus rwandais chez eux, il n'y a plus de place au Rwanda. Plus de réconciliation, tout le monde est d'accord que les propriétaires, les vrais originaires du Rwanda, soient mis dehors. Mais qu'on ouvre une opportunité pour remplir le Rwanda des gens qui ne sont même pas originaires. Vous voyez le satanisme de Londres et de Washington. Alors, tout le monde ne vise que la déstabilisation du Congo. Tout ce qu'on est en train de faire, ce n'est pas pour le Rwanda. Non, c'est pour déstabiliser le Congo. Et maintenant, notre question, c'est de savoir que sont en train de faire les politiciens congolais. Quelle est votre lecture de la situation actuelle? Quel est votre plan, votre projet? Mounona Nini. À part les politiciens qui peuvent être distraits, vous, le peuple congolais, moi, je suis congolais, hein? Tous ces mêmes qui soient. Quelle est votre lecture? C'est pour cela que je vous ai dit que, mine de rien, on est en train de vouloir australiser l'Afrique centrale, spécialement le Congo. C'était comme ça dans des blagues, j'ai expliqué ça. En Australie, c'était aussi la même question. Toujours la mauvaise gestion. En Europe, dans les années 1600, il y avait la mauvaise gestion dans les royaumes, parce que c'était l'Europe des rois. Ce n'était pas l'Europe des républiques. Les rois étaient tellement égoïstes qu'ils géraient mal leur royaume. Ils faisaient souffrir le peuple. C'était le temps, la période de la misère totale en Europe. Quand vous gérez mal une société, un petit groupe de gens, c'est-à-dire le roi, avec les gens de sa cour, c'est-à-dire les princes, les barons, les ducs, tous les titres que vous connaissez de la royauté, c'est eux qui mangeaient bien, c'est eux qui étaient propriétaires des terres. Les autres personnes n'avaient pas le droit de posséder quoi que ce soit. Tu vis sur la terre en France, en Angleterre, ce n'est pas ta terre, c'est la terre du roi. Toi, tu cultives comme à crédit. Tout ce que tu cultives, c'est le roi qui doit contrôler ce que tu dois mettre sous le sol. Ça doit grandir, tu récoltes, tu vends, on te donne un petit peu. D'autres fractions, tu dois payer comme impôt à la famille royale. La misère était tellement totale en Europe que les gens ont commencé à manger même les cuirs des chaussures. Ils ont commencé à manger bien calaboué, hein, la glaise. Il est boulongo, je jubilé mon estomac. Alors, il y avait beaucoup de banditisme, ça. Banditisme, il y a la Europe. C'est ainsi que le royaume d'Angleterre a eu une idée. Les prisons en Angleterre étaient pleines de bandits, de grands chemins, de voleurs, de criminels haut niveau. C'était l'époque des rois fainéants. Ils n'ont pas su songer une fois que c'est à cause de notre mauvaise politique que le royaume compte plus de criminels que d'hommes intègres. Non, Baba, on est filé. C'est comme le président, les autorités en Afrique maintenant. L'époque des rois fainéants dans les années 1600 en Europe, c'est l'époque des présidents fainéants en Afrique. Remarquez. Ils ne savent pas qu'ils sont la cause de la mauvaise gestion des pays en Afrique qui engendre l'insécurité, l'injustice, des tueries, massacres, génocides, pillages. À chaque cas, là, tout parle des Africains et surtout des Bantous. C'est ainsi, après avoir créé la misère en Europe, les Anglais sont venus avec une idée. Il fallait faire quoi? Se sécuriser. La cour royale. Se vendre dans l'insécurité parce que toutes les prisons étaient pleines. Ils ont jugé bon de faire quoi? De vider les prisons. Les prisonniers, les bandits, pour les amener sur une terre lointaine. Dans la partie sud
du globe terrestre. La partie sud, en bon français géographique, c'est ce qu'on appelle la partie australe. Au nord, c'est la partie septentrionale. Quand vous allez au nord, selon le langage des géographes, vous allez au septentrion. La partie septentrionale, c'est au nord. La partie australe, c'est au sud. Par rapport à quoi? C'est le sud par rapport à quoi? C'est le sud par rapport à la position de l'Angleterre. Ils ont envoyé les gens mis sur bateau. On est allé les jeter trop loin sur une terre, dans la partie sud du monde, la partie australe. Ils les ont jetés là-bas et ils ont créé même des camps, des concentrations de prisonniers pour les faire travailler, les surveiller là-bas. Avec le temps, ces prisonniers ont développé cet endroit. Ils ont commencé à construire une nouvelle civilisation. Des villages qui se sont transformés en colonies. Et le même gouvernement est revenu encore. Vous savez, quand les gens travaillent la terre, ils vont vous donner le rapport. Il y a de l'or, il y a cette richesse, il y a à manger, il y a telle plante qui n'existe pas chez eux. Ça attise encore la curiosité. Les gens qui nous sommes allés jeter là-bas sont en train de faire des merveilles. Allons voir. Ainsi, c'est une terre qui produit, qui n'appartient pas à l'Angleterre. Ça appartient à une race noire. Yabanani, les aborigènes. Intéressante comme histoire. Allons prendre cette terre. Le même royaume d'Angleterre qui avait chassé, qui avait jeté les criminels, les bandits de grand chemin sur une terre dans la partie australe du globe terrestre, s'est intéressé à cette terre-là. Et conjuguant les efforts, les bandits et les descendants des bandits ont commencé à combattre les propriétaires de cette terre, les aborigènes. Ils les ont tués en masse. Ceux qui avaient la chance de rester en vie, épargnés, ont été poussés dans des coins là-bas qu'on appelle des réserves. Ils ont pris la terre. Comme c'est une terre de la partie sud du monde, la partie australe, ils ont baptisé cette terre-là l'Australie. J'ai eu Australie, mon asiki à Galéo. La plupart des gens, les petits, la nouvelle génération, même Bakou, ils ont toujours pensé que l'Australie c'était un pays des Blancs, par origine. Non. L'Australie, là, c'était le pays des Noirs. Des vrais Noirs, des aborigènes. C'est parce qu'il y a eu ce qu'on appelle des massacres qui ont créé quoi? Le grand remplacement. Les Blancs ont toujours utilisé la technologie, la technique du grand remplacement par des massacres avec armes, empoisonnement de votre nourriture, de votre eau potable. Donc, ils vont vous amener même des cadeaux, les habits de seconde main, les combo, empoisonnés avec des histoires de poudre là-bas qu'on infecte. Vous allez commencer à porter des habits d'un combo, vous mourrez en masse. Vous ne contrôlez rien, vous les Africains. L'Organisation mondiale de la santé, qui vous amène des soi-disant vaccins. On peut vous amener 1000 bocals de vaccins, parmi lesquels il y a 2 bocals à poison, à virus. Quelle stratégie avez-vous en tant que gouvernement d'Afrique, Union africaine, 0, pour tester ces histoires? Vous ne contrôlez rien, tout vous échappe. Ainsi, ce sont les bandits qui ont construit l'Australie que vous connaissez aujourd'hui. Et quand on vous parle de l'Australie aujourd'hui, ce qui vous vient à l'esprit, c'est les Blancs, c'est l'anglais. Point barre. Ils ont commencé à effacer l'histoire des aborigènes. La même histoire s'est passée sur la terre des Amériques au pluriel. Il y avait les Indiens peau rouge. Toujours la même misère de l'Europe. C'est ce qui a fait que beaucoup de gens fouillaient et traversaient la Grande Eau, d'est en ouest. 3 mois de traversée avec le bateau à voile, beaucoup mouraient et ceux qui avaient la chance accostaient dans l'est des États-Unis. Ils ont commencé à construire, accueillis par les Indiens peau rouge, qui avaient un bon cœur.
qui leur donnait même à manger des fruits, de tout ça, des racines qu'ils mangeaient, parce qu'ils ont vu des gens affamés qui étaient venus. Or, ceux qui étaient venus, c'était de potentiels criminels qui allaient maintenant les tuer en masse, les génocider pour prendre leur terre. Et ça a eu lieu. L'Amérique que vous connaissez aujourd'hui, quand on vous parle de l'Amérique, il y a beaucoup de races, oui, mais qui commande l'Amérique? Les mêmes blancs, d'origine anglaise encore. Les anglo-saxons, la peste du monde moderne. Lisez les livres d'histoire des États-Unis d'Amérique. Le blanc avait des armes à feu. Les Indiens, vous voyez les films, avaient des flèches. C'est lui qui a une arme automatique. Et c'est lui qui a une flèche. Qui va tuer qui? C'est lui qui a une arme automatique. Ainsi, ils ont tué les propriétaires terriens, les Apaches, les Nez Percés, les Peaux-Rouges, les Calopalos, tous les noms que vous connaissez, les Oklahoma. Il y a beaucoup de noms aux États-Unis, c'est le nom des tribus des Indiens qu'ils ont rencontrés là-bas. Il y a trop de noms qui existent même jusqu'à aujourd'hui comme nom de ville, même le nom d'État. Hein? Les Dakota, Lakota, Dakota, ce sont les noms des tribus des Indiens. Et parmi leurs stratégies d'extermination en masse, à part les armes, il y avait l'empoisonnement des habits. À un moment donné, il y avait un hiver qui était tellement froid. Les Européens ont eu une idée. Quand ils ont commencé à remarquer que la terre sur laquelle ils venaient d'accoster était riche. Il y avait de l'or. Beaucoup d'animaux. Parce que les Indiens vivaient une vie spirituelle en majorité. Ils n'étaient pas matérialistes. Ils ne coupaient jamais les arbres en désordre, mangeaient n'importe quelle viande. Non. Ils avaient leur culture. Ils n'étaient pas matérialistes pour s'intéresser à tout ce qui brille. Non. Mais quand ces Européens là-bas matérialistes sont venus, ils ont vu même de l'or, des graviers qui brillaient quelque part. Ils ont ramassé, c'est de l'or. Si c'est de l'or, ces gens devaient savoir que c'est de l'or. Comme ils ne le savent pas, donc ce n'est pas l'or. Vérifions d'abord. Après avoir vérifié avec les appareils de mesure de ces temps-là, c'est de l'or. Pourquoi ces gens ne savent-ils pas que c'est de l'or? Alors, nous devons prendre cette terre. C'est ce qui a motivé l'accaparement des Amériques, ou bien de ce qui est devenu les États-Unis d'Amérique. D'abord, ils s'étaient érigés dans l'est des États-Unis d'Amérique. Il y avait 13 grands villages, 13 colonies appartenant aux anglophones, ceux qui parlaient anglais seulement. C'est ce qui a fait que les Anglais étaient les premiers réfugiés du monde. Hein? Ceux même qui ferment la porte aux réfugiés du monde aujourd'hui. Les premiers grands réfugiés, c'était les Anglais dans les années 1600-1700. Qui fouillaient chez eux, qui sont venus s'accaparer des terres d'autrui. C'est les Anglais. Regardez aujourd'hui l'ironie du sort. Ils gonflent maintenant. Ils veulent fermer les portes de l'Angleterre aux autres personnes qui ont des problèmes. Et quand vous suivez les problèmes qu'on a dans le monde d'aujourd'hui, ce ne sont pas des problèmes africains, des problèmes du Moyen-Orient, non. Ce sont des problèmes créés en majeure partie par les mêmes anglophones. Avec leurs grands chefs, leurs enfants, les Américains, les anglo-saxons, la peste d'aujourd'hui. Voyons que la terre sur laquelle ils venaient d'accoster, au fil des ans, ils ont découvert qu'il y avait beaucoup de pierres précieuses, beaucoup de plantes qui n'existaient même pas en Europe. C'était un paradis. Il n'y avait pas de législation sur la terre. Il n'y avait pas de titre foncier. Tu pouvais couper un morceau de terre toi-même. Tu prends les arbres, tu coupes, tu fais une clôture. D'ici jusque-là, c'est ma terre parce qu'il y a un petit ruisseau qui passe là-bas. On s'approprie tout. Et voyant que c'était une terre riche en beaucoup d'histoire, ils voulaient maintenant quitter la partie est, là où ils avaient 13 colonies, pour aller maintenant
à l'intérieur de l'Amérique et à l'ouest, parce qu'ils étaient à l'est. L'océan Atlantique, mais côté est. Et le mouvement maintenant de l'est sur la terre américaine vers l'ouest, c'est ce qu'on appelle en anglais western. C'est ce qui a engendré les livres westerns, les films westerns. Toutes les aventures qui se passaient pendant que les Européens quittaient l'est des États-Unis pour aller conquérir d'autres terres à l'intérieur de l'Amérique. Donc au milieu et dans l'ouest. Aller maintenant dans l'ouest vers la Californie. Ce mouvement-là, c'est ce qui a engendré un système de cinéma qu'on appelle les films westerns ou bien les livres westerns. C'était des conquêtes, des massacres encore. Ils sont passés par les terres des Indiens, toutes tribus confondues. Ceux qui n'ont pas eu la malchance de tomber sous des carabines, on les a empoisonnés. Ils ont mis du poison aux couvertures. Il y a une saison là où l'hiver était tellement froid. Ils ont profité pour amener beaucoup de couvertures venant d'Europe et d'autres qu'ils fabriquaient, parce qu'ils avaient amené la technologie de fabrication des habits là où ils étaient arrivés. Ils ont fabriqué beaucoup de couvertures. Beaucoup d'histoires qu'on pouvait s'en servir pour se couvrir, des manteaux, tout ça. Ils sont allés demander la paix au chef des Indiens. Nous arrivons, on s'est battu pendant une longue période de temps. Nous venons avec un esprit clair, un esprit de paix. Nous voulons faire la paix avec vous, les Indiens de telle tribu. C'est les Européens qui étaient ici, parlant aux Indiens. Et les Indiens avaient leur hache de guerre. Hein? Ce qu'on appelle comme un tomahawk. C'est ce qui a engendré l'expression « enterrer sa hache de guerre ». Les Indiens avaient le symbole. Quand ils sont en guerre, la hache doit être debout comme ça, en haut, élevée. Quand vous faites la paix avec eux, ils enterrent la hache de guerre. Les Européens sont venus, nous voulons maintenant vivre avec vous en paix. Les chefs des Indiens étaient réunis là-bas. Beaucoup de tribus, ils ont accepté cette paix. En échange, on vous a beaucoup tué. L'hiver est froid, on vous donne des habits et des couvertures. Les chefs indiens ont pris ça. Ils ont distribué à leurs enfants tout ça pour se couvrir de l'hiver. Ne sachant pas que ces habits-là étaient empoisonnés. Quand ils ont porté les habits comme ça, ils ont eu la rougeole. Hein? Ils mnasema mkiswahili kama ni lukunga, kama ni malari kanili. Banapata lukunga. Banza kufa. Mzungu anabaoa. Hein? Le grand remplacement. Après l'arme, tunaua sana. Tubaoe sasa mstilmo à silence, d'une manière silencieuse. Bunduki hakuna ni mangua. Twende tukabao. C'est ça qu'ils ont fait. L'extermination des Indiens. Ils se sont accaparés la terre gentiment. Les chefs étaient renvoyés en exil. On vous donne un petit morceau de terre là-bas, vous restez ici. Ces morceaux de terre existent jusqu'aujourd'hui aux États-Unis d'Amérique. On appelle ça en anglais reservation, en français des réserves. Vous voyez, les propriétaires de la terre, les autochtones, les originaires, sont poussés dans des coins de réserves comme des animaux, dans une sorte de zoo. Mais les Bakuyakuya, les venants, Bayaka, prennent votre terre, mine de rien. Et c'est ça l'histoire des États-Unis d'Amérique. Ils ont eu ce qu'ils ont eu avec les armes à la main. Ils connaissent la valeur de l'arme. C'est pour cela que c'est mentionné même dans la Constitution des États-Unis d'Amérique, le port d'armes. Tu ne peux jamais dire à un Américain de vivre sans armes. Les armes sont en train de faire des dégâts aux États-Unis d'Amérique, de tuer des gens chaque jour. Il y a beaucoup de policiers qui tuent des Noirs, mais ils ne voteront jamais contre le port d'armes. Car ils savent qu'ils sont venus d'ailleurs. Et c'est au moyen des armes qu'ils ont conquis cette terre, qu'ils l'ont arrachée aux propriétaires et ils ont commencé à dominer la terre en question avec les armes. C'est au moyen des armes
qui sont devenus une superpuissance. Ne passez pas votre temps pour dire aux Américains de voter une loi. Oh, mamba ma arme tunacha. Ce sont les gens qui ont été mis au monde avec l'arme à la main. L'Amérique a pris naissance avec l'arme à la main. C'est l'arme qui a mis au monde les États-Unis d'Amérique. Ils mourront avec l'arme à la main. Ils connaissent la valeur de l'arme. Conquérir, anéantir, subjuguer, dominer, s'approprier avec l'arme. Sans arme, vous ne ferez rien au monde. Et voilà que les Anglais, ce sont les mêmes Anglais. Quand ils ont traversé pour venir de ce côté, ils sont devenus Américains. Ceux qui étaient amenés comme prisonniers de l'Angleterre vers la partie sud, lointaine du globe terrestre, la partie australe qui est devenue Australie, ce sont les mêmes Anglais. Donc les Anglais se sont éparpillés à travers le monde. Ce sont les Anglais. C'est pourquoi on appelle, c'est un grand mouvement anglo-saxon. Il y a un mélange là-bas des Anglais et des Allemands. Saxe, c'est les Allemands. Les gens qui parlent des langues qui sont germaniques. Quand vous prenez la carte du monde, il y a des peuples qui parlent des langues germaniques. Il y a des Allemands. Quand vous voulez descendre très bien, vous allez en Belgique. Il y a les Flamands. Vous allez aux Pays-Bas. Ce sont les langues germaniques. C'est-à-dire la race des Anglais, des anglophones et des germaniques. Ils ont fait ce qu'on appelle les anglo-saxons. Et maintenant, regardez, avant que je ne finisse, ce qui est en train d'arriver en République à démocratiser du Congo. C'est le même système. Les Anglais ont compris que la grande bataille se jouera d'ici peu en République démocratique du Congo précisément. Mais ça sera dans la région des Grands Lacs, qui est quoi? L'Afrique centrale. Eux sont les gens, ils font ce qu'on appelle la politique d'anticipation. Ils voient plus loin, 15 ans, 20 ans, 30 ans, même 50 ans en avance. Ce que l'homme blanc plante ici aujourd'hui, c'est un arbre. Toi, tu ne connaîtras pas la valeur de cet arbre. Lui-même, il sait qu'après 25 ans, cet arbre va grandir. Hein? Ces arbres ici vont faire une forêt. Nous allons utiliser cette forêt pour empoisonner les gens, pour faire je ne sais quoi. Eux savent, ils ne vous diront jamais. Ils ne vivent jamais autour du jour, comme les Noirs. Non. Il n'y a rien pour rien dans la stratégie politique de l'homme blanc, et surtout d'un anglo-saxon. Eux ont compris. Nous sommes restés les seuls maîtres du monde après la chute de l'URSS. C'est nous les anglophones. Nous ne voulons jamais être dominés par d'autres peuples. Comprenez pourquoi l'Angleterre n'a pas voulu rester dans l'Union européenne. Brexit. Pourquoi les Anglais ont quitté? La philosophie c'est quoi? C'est nous qui dominons le monde. Nous ne voulons jamais nous asseoir être dominés par les Grecs, suivre la volonté des Espagnols. Non, nous ne sommes plus grands. Le monde c'est pour nous les anglo-saxons. Nous voulons être une race à part. Ainsi, leur monnaie n'a jamais été ensemble avec l'euro. Non. Bien que, donc, le temps où ils faisaient, bien que quand ils faisaient partie de la soi-disant Union européenne, leur monnaie était toujours le livre, le pound. Ils ne voulaient jamais laisser leur monnaie devenir l'euro, non. Et avec le temps, ils ont regardé, non. L'Amérique, c'est notre pays. C'est nous qui avons fabriqué la superpuissance Amérique. L'Australie, Nouvelle-Zélande, tout, c'est nous. En Afrique, nous avons ce qu'on appelle Commonwealth. Beaucoup de pays colonisés en Afrique sont des pays anglophones. Peu sont des pays francophones qui se divisent avec les pays lusophones. C'est-à-dire vous avez les Portugais, les Espagnols là quelque part. Donc les Anglais, les Anglo-Saxons occupent la majeure partie du monde. Orgueilleux. Ils veulent préserver leur empire. Nous sommes un empire à part. Pourquoi accepter d'être dominé même par d'autres blancs qui n'ont rien?
C'est ça la philosophie qui a fait que l'Angleterre n'a pas su tenir dans leur club de l'Union européenne. Brexit. La Grande-Bretagne a décidé de quitter. Et la Grande-Bretagne, c'est quoi? C'est l'Angleterre. C'est l'Irlande. C'est l'Écosse, je pense, ouais. Écosse. Et le pays des Galles. C'est ça la Grande-Bretagne. Mais, en dehors de la Grande-Bretagne, ils ont su fabriquer le Royaume-Uni. Vous savez, ils ont commencé par être l'Angleterre d'abord. Les Anglais ont conquis l'Irlande. Ils ont conquis l'Écosse. Ils ont conquis le pays des Galles. Plus proches voisins. Ils ont agrandi leur Angleterre. C'est devenu la Grande-Bretagne. Et sur fond sur la Grande-Bretagne, ils sont allés maintenant à la conquête du monde. Ils ont conquis l'Amérique, ils ont acheté le Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, beaucoup de pays là-bas. Beaucoup d'îles. Ils ont pris ça. Sous forme des Américains, ce sont les Anglais. Cet agrandissement a eu un nouveau nom. C'est ce qu'on appelle le Royaume-Uni. Le Canada fait partie du Royaume-Uni. L'Australie fait partie du Royaume-Uni. Nouvelle-Zélande, ça fait partie du Royaume-Uni. Même l'Amérique, qui refuse, mais officiellement, l'Amérique ne fait pas partie du Royaume-Uni. Mais officieusement, l'Amérique fait partie du Royaume-Uni. Parce que les ancêtres des Américains sont en Angleterre, en Grande-Bretagne. Ils collaborent très bien. Tu ne peux jamais devenir président des États-Unis si tu n'es pas de souche britannique. On va te combattre. J'ai donné beaucoup d'exemples la fois passée. Dans les années 1991, George Bush Baba voulait devenir candidat à la présidence de souche britannique. Son concurrent, qui voulait prendre la présidence, il était tellement populaire, Michael Dukakis. Quand vous suivez l'arbre généalogique de souche grecque. Or, il y a une injustice, un secret. Les Britanniques n'acceptent jamais qu'un blanc qui n'est pas de souche britannique prenne la gouverne des États-Unis d'Amérique. Il fallait faire tomber ce Michael Dukakis. On l'a eu. Un petit incident. Ils ont placé de petites caméras dans sa chambre d'hôtel, là où Michael Dukakis a mené une femme là-bas. Tous les ébats sexuels qu'il faisait avec la femme là-bas étaient enregistrés dans les années 1990-91 par les services des Britanniques, des souches britanniques, qui voyaient à Michael Dukakis un blanc, né aux États-Unis, mais d'origine grecque, un danger contre la dynastie des British, des Anglo-Saxons. Il faut le mettre dehors, sinon il va prendre la suprématie des anglophones. Et Michael Dukakis faisait ses campagnes primaires. Ils étaient le plus grand potentiel candidat. L'un des deux devait éliminer l'autre. Si ce n'est pas Michael Dukakis, c'est George Bush père qui devait passer. Mais comme George Bush père était de souche britannique, il n'y avait pas de problème. Tous les autres là blancs de souche britannique ont travaillé pour faire tomber ce Michael Dukakis, pour préserver l'héritage anglo-saxon, l'héritage britannique. Ils l'ont appelé dans un coin. Avant que nous puissions publier un document, un élément, nous te demandons seulement de cesser ta course à la présidence, qu'il a appelé la convention du parti politique des Républicains. Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Dans leur secret, ils ont mis la vidéo là-bas. Michael Dukakis s'est vu nu sur le lit, dans une chambre d'hôtel, dépaysé. Il a fini sa course silencieusement. Point barre. Nous ne voulons pas faire de scandale, pas de publication, mais en coulisses, tu es tombé déjà. On ne peut jamais accepter un candidat
prochain, un potentiel candidat à la présidence des États-Unis qui, pendant ses heures libres, couche avec des putes dans des hôtels et nous avons des preuves. La vidéo est là-bas. Ils ont fait ce qu'on appelle en anglais to strike a deal. Faisons un deal. Je vais descendre silencieusement. Promettez-moi que vous n'allez pas publier cette vidéo. Nous allons brûler ça. Ils ont brûlé ça. Michael Dukakis a pris la parole pour dire « Je me retire de la course. Je vois que mon frère, George Bush, Baba, le père, en ce temps-là, le fils n'existait pas. On l'appelait seulement George Bush parce qu'il était seul. On a commencé à dire père et fils parce que son fils est devenu aussi président avant Barack Obama. Ainsi, Dukakis s'est tombé. Vous comprenez les anglo-saxons, ce qu'ils font. Ce qu'ils font même à leurs frères blancs. Toi, noir, ils vont faire de toi quoi? Si Obama est devenu président, c'est parce que sa maman était britannique. Elle est déjà morte. La maman d'Obama était de souche britannique. C'était une descendante de Britanniques et de surcroît de souche irlandaise. Et la plupart des gens qui ont géré ce pays, les États-Unis d'Amérique jusqu'à aujourd'hui, sont des souches irlandaises. Selon l'histoire des États-Unis d'Amérique. Anglais, première préférence. Britannique, oui, on accepte. Mais Irlandais, ils ont déjà fait l'histoire. C'est comme ça. Ce que les Africains n'ont pas encore compris, surtout les Congolais, quand nous parlons des dirigeants, c'est que le monde, c'est un monde de compétition. Le monde est féroce. Ni dunia ya makari, ya bansimba. Vous avez un pays qui a tout sous le sol. Mais par votre attitude, vous allez demander quoi? Comment vous avez l'attitude des petits, des mendiants, des peureux? Beaucoup de gens sont en train de pleurer. Nous n'avons rien dans notre pays. Au Burkina Faso, par exemple. Les Maliens, ce qu'ils ont, ça ne dépasse pas le Congo. Hein? Le Congo a la potentialité de faire taire le monde entier. C'est question d'avoir les leaders qui ont la tête seulement. Vous vous mettez debout comme ça. Tout ce dont vous avez besoin pour vos armes nucléaires, technologie de pointe, électronique, voitures électriques, aller à la Lune, aller sur Mars, ça se trouve chez moi, le président congolais, avec mon peuple. Je ne peux jamais m'agenouiller devant Kagame, Museveni. Je vous mets à défi. Regardez l'aptitude maintenant de vos leaders congolais. C'est comme s'ils viennent d'un pays là, il y a du béton seulement. Il n'y a même pas du sable là où on peut trouver le pétrole. C'est-à-dire, ce sont des riches, des puissants qui ne savent pas qu'ils sont tellement puissants, qu'ils sont tellement riches. C'est par ignorance. Ils pensent qu'ils sont pauvres devant les Rwandais et les Américains. Non, vous êtes une puissance. Une puissance qui vous ignorez. Vous ignorez. Et quand la tête est pourrie, même la queue, les Congolais demandent tout à fait. Il n'y a pas d'autre solution si vous ne vous levez pas. On se bat pour son pays, on sort dans les rues. Point barre, il y a une solution en Guinée. Olobaka, on propose à Kabisonine. Moulamu qui fait révolution populaire. Aidez vos dirigeants. S'ils ne veulent pas être aidés, aidez-vous vous-même. Au lieu de mourir à cause de la faute d'un individu, d'un groupe d'individus, c'est trop ridicule. Moudji sauvé. Oui, venez, oui. Alors, à quoi ça sert d'avoir le Congo si ce sont les petits peuples étrangers qui étaient tellement derrière nous dans les années 70, 1970, 1980. Il y a des peuples là qui n'avaient même pas d'électricité, qui n'avaient même pas de télévision dans leur pays. Quand le Congo était Zaïre, on avançait, on était en avance par rapport à beaucoup de peuples d'Afrique centrale. Mais regardez, on est les derniers. La perte de conscience. Les Congolais ne sont plus donc connectés à l'avancement du monde. C'est triste. Réveillez-vous. Vous ne ferez rien. Connaissez qui vous êtes. Connais-toi toi-même. Connaissez-vous vous-même d'abord. Tu ne peux jamais aller en guerre sans te connaître.
Tu ne peux jamais connaître ton adversaire sans te connaître d'abord toi-même. Tu ne peux jamais identifier tes amis, tes alliés, si tu ne te connais pas toi-même. Tu es Congolais. Le grand problème du Congo aujourd'hui, c'est quoi? Pourquoi il y a trop de remous, ménage autour du Congo? Tout le monde veut le Congo, sans les Congolais. Alors moi, je suis Congolais. Je dois protéger le Congo. Regardez la politique qui est en train de se faire au Congo. Tout le monde veut avoir l'argent. Tout le monde cafouille l'argent. Personne ne pense à la protection du pays. Personne ne pense à prendre le flambeau pour être le leader charismatique qui fera que les Congolais vont se joindre et terroriser le monde entier. L'illusion. Vous avez peur de ce que vous ne connaissez pas. Si les Burkinabés, les Nigériens, les Maliens ont chassé les Français et les Nigériens ont chassé même les États-Unis d'Amérique, vous Congolais, vous allez échouer. De dire aux Américains, fermez votre ambassade, nous ne voulons rien. Allez au Rwanda si vous traitez avec les Rwandais. Vous traitez avec les Rwandais pour venir nous tuer. Nous fermons tout. Les Américains vont s'agenouiller. Mais on voit les Congolais aller s'agenouiller devant Kagame, devant Museveni, devant les Américains. Et les Américains ne vous ont jamais reçu à la Maison Blanche. Hein? Les Américains vous bloquent tout, vous barrent même accès à la diplomatie américaine. Vous voyez comment on vous ridiculise? Non, il y a moyen. Ne cherchez pas à voir les Américains quand vous êtes dans une inconscience, non. Si vous vous connaissez, vous êtes plus puissant, plus valeureux que les Américains. Le président américain devant le président du Congo est un vrai. Il n'est rien. C'est question de connaître, je suis Congolais. Le Congo, c'est quoi? Le Congo, c'est la richesse planétaire. Le Congo, c'est tout ce dont le monde a besoin. Un Américain est pauvre. Si l'Amérique était riche, comme on veut nous faire croire, les Américains n'allaient pas commencer à combattre, à mettre toute leur stratégie en place pour conquérir le Congo. Ils allaient se dire, il n'y a rien au Congo, nous sommes les Américains, nous avons tout. Comment les Américains rampent, créent tout pour avoir accès au Congo? C'est-à-dire tout se trouve au Congo. Le Congo, c'est tout. Mais la tête des Congolais, on leur fait croire que vous êtes des pauvres. Les Américains vont nous donner quoi? Les Américains n'ont rien. Même s'ils vous disaient aujourd'hui, nous allons vous donner l'argent aide au Congo. Est-ce que les Américains ont l'argent pour donner aux Congolais? C'est votre argent. Après avoir payé le coltan du Kivu, ils vont vendre, ils prennent 1 milliard. Ils font sortir 300 000 pour vous donner. Ils vous disent aide au Congo. Non, c'est votre argent. C'est parce que vous ne savez pas gérer votre pays qu'ils vous disent Trendak Misaïdia. Qui peut aider les Congolais? Personne. Réveillez-vous. Sinon, ce Congo-là, on va le prendre. Bien, comme ça. C'est un monde sans pitié. La France ne fera rien. La France a déjà perdu son précaré. La France a déjà perdu son prestige dans le monde et en Afrique. Les Belges se sont déjà placés derrière les Américains depuis les années 1990. Les Belges et les Américains sont comme ça. Ce sont les Anglo-Saxons, les Saxons. Et la royauté de Belgique, ce ne sont pas des Belges. Je ne sais pas si vous le savez. La royauté qui est à la tête de la Belgique, ce ne sont pas des Belges. Ce n'est ni les Flamands, ni les Wallons. Est-ce que Monajiwaka? Ce sont les Allemands. La lignée des rois en Belgique n'a jamais été ni Flamand, ni Wallon. Ce sont les Allemands, les Germaniques, c'est-à-dire les Saxons. Comprenez pourquoi la Belgique jongle très bien avec les Américains. Je ne sais pas si vous le savez. Même le roi d'aujourd'hui des Belges, avec son père, je ne sais pas tout ça. Ils ne sont pas belges. C'est dû au conflit des Wallons et des Flamands. C'est comme le conflit Katangais-Kassayen qu'ils ont transféré au Congo. Quand un Flamand veut devenir roi, les Wallons vont le refuser. Et quand un Wallon devient roi, les Flamands vont le rejeter. Conflit millénaire.
Et pour éviter ce conflit, ils ont trouvé le juste milieu. La royauté à la tête de la Belgique ne sera ni flamande ni wallonne. Allons chercher Bizazi bien Inge, Mabota ya Libanda ya Belgique. Hein? La descendance du dehors de la Belgique. Ils sont allés en Allemagne pour chercher un roi neutre qui n'est ni flamand ni wallon. Quand il vient de l'Allemagne, il est germanique. Germanique. C'est un saxon. Et qui font courber le monde aujourd'hui. Ce sont les anglo-saxons. Point barre. Beaucoup d'entre vous, vous le savez, peut-être les enfants d'aujourd'hui avec l'éducation ratée du Congo ne savent pas que les rois de la Belgique n'ont jamais été flamands, ni même wallons. Non. Ce sont les Allemands. Ils ont un roi neutre qui n'est ni flamand ni wallon pour apaiser les esprits. Le conflit flamand-wallon. Point barre. Ce n'est pas un Belge. Ils peuvent devenir Belges par adoption. Mais ce sont les gens d'origine allemande. C'est pour cela qu'on ne dit jamais le roi de Belgique. On dit le roi des Belges. Ce n'est pas sa terre. Un roi de Belgique, c'est-à-dire, c'est le roi, la Belgique, c'est leur terre. Comme la Belgique n'est pas leur terre, ils sont seulement venus pour aider à pacifier les Flamands et les Wallons. Ils ont été acceptés, et par les Wallons, et par les Flamands. C'est pourquoi, lisez même l'expression. On ne dit jamais le roi de Belgique. On dit le roi des Belges. Car il a été accepté par les Belges. Les vrais propriétaires de la Belgique sont les Flamands d'un côté et les Wallons de l'autre. C'est leur terre. Mais la royauté qui est là, leur origine, c'est l'Allemagne. Eux s'occupent des Belges et de l'administration. Ils n'ont rien à foutre avec la terre. C'est de là est venue l'expression le roi des Belges, pas le roi de Belgique. La reine d'Angleterre, elle est de là. Le roi d'Angleterre, mais le roi des Belges, pas le roi de Belgique. Des petites choses qu'il faut enseigner à vos enfants. De par leur origine, vous savez maintenant que ce sont les anglo-saxons. Comprenez pourquoi la Belgique s'était déjà placée du côté des États-Unis très tôt le matin, car ce sont les anglo-saxons tous. Pourquoi la Belgique a fait cela? La Belgique a perdu le terrain pendant beaucoup d'années devant la France. La France, trop gourmande, a dépassé même la Belgique en diplomatie. Ainsi même les petites colonies qui étaient octroyées à la Belgique, Rwanda, Urundi et Congo, c'était passé aux mains des Français. Dans les années 80, 90, regardez le président qui était là-bas, Mobutu de chez nous, contentieux belgo-zaïro, on ne s'entendait jamais avec les Belges. Mobutu était très francophile. Abiyarimana n'était pas en bon terme aussi avec les Belges. Car Abiyarimana, c'était comme un fils spirituel de Mobutu. C'est Mobutu qui surveillait Abiyarimana, qui le protégeait. Tout le monde aimait la France. Le président du Burundi, Buyoya aussi. C'était comme ça avec les Bagaza qui étaient passés par là, les Michombero. C'était comme ça. La Belgique a perdu du terrain. Elle n'attendait que sa revanche. Comment faire déguerpir la France de la région des Grands Lacs. Et la chute de l'URSS est venue sonner le glas pour la France. La Belgique a sauté. Je n'attendais que ce moment. La Belgique allait se placer de quel côté? Du côté des Américains. Car l'Amérique est restée la seule superpuissance qui peut cogner la France. La Belgique a trouvé, oh grand frère, anglo-saxon, nous sommes des Saxes. Chassons la France. Chassons les Frenchies. L'Amérique a dit, attendez petit, nous allons mettre un plan pour chasser les Français de l'Afrique centrale, spécialement de la région des Grands Lacs. C'est ainsi qu'ils ont commencé à échafauder le soi-disant génocide du Rwanda, créé par la Maison Blanche, avec la complicité de Bruxelles. Rien ne peut se faire dans les anciennes colonies de Belges sans l'assentiment, l'acceptation du Royaume de Belgique. Les Belges se sont tus. Mais le grand frère a tout fait parce que les Belges ont aimé ça. C'était question de mettre la France dehors. Ils ont réussi.
Et l'Amérique ne travaille jamais zéro. J'étais aidé petite Belgique à chasser la France de l'Afrique centrale. Tu ne me payeras pas, je prends pour moi-même. L'Amérique a pris le Rwanda comme cadeau, Sakiri, la Kamatabiche. Hein? Il a américanisé le Rwanda. Donc, anglicisé le Rwanda. Automatiquement, Kamatabiche, cadeau yango. Les Belges, non, c'était pas convenu comme ça. Chut, tu viens que je laisse la France revenir. Ok. Maintenant, l'Amérique prend le Rwanda comme l'Israël d'aujourd'hui. C'est un central de déstabilisation de l'Afrique centrale. On va chasser toutes les autres puissances traditionnelles qui sont là. La Belgique a tout accepté. La Belgique est toujours derrière l'Amérique. On va les Louis Michel, les présidents américains, faire des complots contre le Congo. Et pourquoi la famille de Louis Michel occupe le poste le plus élevé à l'Union européenne? Après son père, Louis Michel, c'est son fils, Charles Michel. C'est une famille puissante en Belgique. C'est une famille qui a la même mise dans le génocide du peuple congolais et même le génocide du Rwanda. La famille Michel. Et c'est la famille Michel qui a confectionné la constitution que vous avez aujourd'hui. Quand on parle du changement de constitution, ça serait une autre vidéo que je vais faire. Ce n'est pas mauvais d'amender la constitution que vous avez. Le problème, c'est que vous prêtez des intentions, vous tous. Vous discutez d'amender la constitution, c'est mauvais, ce n'est pas mauvais. Mais quand on vous met là-bas, pourquoi vous refusez l'amendement de la constitution au Congo? Vous n'allez pas vous expliquer. Car vous ne connaissez pas le fond de cette constitution-là. C'est une constitution qui vend le Congo aux Rwandais, aux Ougandais et aux étrangers, facilement. Avec des articles bizarres, nous devons céder des terres, nous les Congolais, à l'Union africaine, à je ne sais quoi. C'est une mauvaise constitution. Même moi, président du Congo aujourd'hui, je dois amender cette constitution. Changer la constitution du Congo d'aujourd'hui n'est pas un mauvais problème. Maintenant, il y a des discussions sur les réseaux sociaux sur qu'est-ce qu'il faut changer et qu'est-ce qu'il ne faut pas changer. C'est de cela que vous devez discuter. Ne discutez pas de ne pas changer la constitution. C'est-à-dire que vous ne savez pas de quoi vous êtes en train de parler. Cette constitution a besoin d'être amendée. Maintenant, mettez-vous autour d'une table. Cherchez des articles qu'il faut amender et des articles auxquels il ne faut pas toucher. C'est là où doit commencer votre débat politique. Mais, sachant l'égoïsme d'un homme qu'on appelle Congolais, un Congolais voudra que son pays puisse sombrer, être vendu, acheté par des étrangers, pour que lui reste puissant et sa famille. C'est là où se trouve le danger de l'homme congolais qui n'a pas encore compris. Il va profiter dans l'amendement de la constitution du Congo, au lieu de fortifier cette constitution là-bas, de protéger le pays Congo, les acquis de la nation congolaise. Non, lui ne va pas travailler sur ça. Lui va chercher des articles qui vont lui permettre d'être plus puissant qu'aujourd'hui, de rester au pouvoir éternellement. C'est là le grand danger d'un homme congolais. La constitution n'a jamais été statique. Aucune constitution au monde n'est statique. C'est-à-dire, bloquée, on n'y touchera pas. Non, ça c'est faux. Demandez même aux spécialistes constitutionnalistes du monde. Chaque constitution a une provision quelque part. Si ce n'est pas l'avant-dernier article, ça vous dit clairement, cette constitution peut être amendée. C'est-à-dire, peut connaître des changements d'articles. Il suffit seulement que les 2/3 d'un corps là-bas à qui on a donné le devoir de procéder à l'amendement de la Constitution, 2/3 disent oui, nous devons amender cette Constitution. Et ça va être amendé, c'est-à-dire on doit changer des articles à l'intérieur. Dans le monde entier, une Constitution a toujours été faite pour évoluer avec le temps. Je reprends encore. Le grand problème au Congo, comme dans d'autres pays africains, les pays des égoïstes, ils profitent à chaque changement de la Constitution. Au lieu de s'intéresser aux articles qui ouvrent le Congo aux Rwandais, aux Burundais, aux Américains, qui donnent la nationalité en désordre aux étrangers, qui nous fragilisent. Ils ne vont pas voir ça. Ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui vont chercher à
trouver des articles qu'ils vont fortifier pour rester au pouvoir éternellement. Comme Kabila l'a fait. Les élections, c'était les élections de 2 tours. La présidence. Dans sa mauvaise foi, ce petit Tanzanien Kabila Barbi là-bas, il a fini comment? Au lieu de 2 tours, il a fait les élections présidentielles à 1 tour. C'était quoi? L'occasion de tricher toujours. C'est-à-dire, on aura un président qui a 30%. Dans quel pays? Tu réussis l'élection, tu passes avec 30%. Parce que c'est l'élection d'1 tour. Tu n'as même pas la moitié. C'est-à-dire, c'est un président que les Congolais n'ont pas élu. Tout ça, c'est quoi Kabila? Moi, quand je vous dis jusqu'aujourd'hui, Kabila ni Muntu Mubaya, tout ce que nous sommes en train de connaître aujourd'hui, c'est le régime Kabila. Moi, je ne mâche pas les mots. Tshisekedi, c'est le produit de Kabila. Tu ne peux jamais condamner Tshisekedi sans regarder la source. C'est Kabila. Point barre. C'est pourquoi je m'étonne de voir un kabiliste qui dit Tshisekedi ni Mubaya, Kabila Rudi. Non, Tshisekedi Mubaya, on ne refuse pas. Mais ne nous présentez pas le retour de Kabila comme une alternative pour résoudre les problèmes du Congo. Non. Car le problème du Congo, les complications dans lesquelles nous sommes, ont la source, la Kabylie. Et Tshisekedi, c'est l'héritage de la Kabylie. La cession Barimouachia. La première fois que Tshisekedi s'est retrouvé à la présidence, ce n'était pas par la volonté du peuple congolais. C'était par la volonté d'un homme qu'on appelle Kabila, dans la ferme de Kingakati. Donc ne venez pas nous présenter les Kabila, John Numbi, PPRD, FCC, comme la solution au problème du Congo. Non. Résolvons le problème du Congo, non pas avec les kabilistes comme stratégie. Non. L'UDPS mauvaise, on ne défend pas l'UDPS. Cherchons un autre chemin. Ainsi, les Belges se sont placés derrière les États-Unis d'Amérique. La France a lutté avec l'opération turquoise, tout ça. C'était pour empêcher la catastrophe qui allait tomber en Afrique centrale. Les Américains voulaient la catastrophe pour créer l'injustice et mettre une minorité de Tutsis au pouvoir. Les Français voulaient amortir le choc de la catastrophe, c'est-à-dire y aller par la voie démocratique. Eux qui étaient supporters des Hutus, majoritaires dans la région des Grands Lacs et même au Rwanda. Les Français s'attendaient à ce qu'il n'y ait pas de guerre. Allons seulement aux élections démocratiques et les Hutus vont gagner. Bonnement, pacifiquement. Mais les Américains, supportant les Tutsis qu'ils ont entraînés en Ouganda, vous voyez déjà que si nous allons par les élections, nous, Américains, nous allons perdre. Car nous sommes les supporters, les sponsors de 10% des Rwandais. Alors, comprenez pourquoi les Américains voulaient qu'il y ait guerre. Les Français ne voulaient pas qu'il y ait guerre. Quelle est la cause des gens qui a gagné? C'est la cause des Américains. Les Américains ont fabriqué. Le génocide du Rwanda, c'est une fabrication de la Maison Blanche. Pour culpabiliser maintenant les Hutus et tous ceux qui veulent parler pour les Hutus. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Et vous connaissez la suite. Et maintenant, la France aujourd'hui, ayant beaucoup parlé, ayant emmagasiné, amassé beaucoup de preuves contre les États-Unis d'Amérique, pourquoi subitement la France a changé de position? Comprenez? C'est pour avoir accès à l'Afrique centrale comme par le passé. L'Amérique a déjà bouclé la boucle. La France ne peut jamais retourner en Afrique centrale sans qu'il y ait négociation. C'est-à-dire la France doit cacher, doit cesser de condamner l'Amérique, doit cacher toutes les évidences que la France possède, inculpant les États-Unis d'Amérique comme commenceuse. Pays qui a commencé, qui a fomenté le génocide du Rwanda. Le grand fautif, c'est l'État américain. La France le sait. Mais parmi les conditions qu'on a données à la France, nous allons arranger ce problème pour te laisser aussi retourner en Afrique centrale, avoir accès au pillage du Congo. Et les présidents français, commençant par Nicolas Sarkozy et Macron, ont commencé à défiler au Rwanda maintenant pour aller embellir la situation, accepter qu'ils ont été fautifs, il fallait qu'ils fassent mieux, les Rwandais sont des victimes, les Tutsis, les Hutus sont les génocidaires. On a commencé maintenant à chercher quelques Hutus dans le monde, les arrêter. Or, la France connaît la vérité. Les gens qu'il faut arrêter, c'est Bill Clinton aux États-Unis. En Angleterre, il faut arrêter Tony Blair, les anglo-saxons. C'est ainsi que vous avez le décor actuel. La France veut regagner son précaré. Car jusqu'à preuve du contraire,
La France est un pays francophone. On partage certaines valeurs. Mais l'Amérique s'est déjà placée en blocage. La France ne fera rien. Elle n'a aucun pouvoir pour aider le Congo. La France cherche à se positionner pour ses propres intérêts. C'est pour cela que le général Lecointre a dit qu'avec tout le chaos qui existe en Afrique, chaos créé par les Occidentaux, même s'ils ne le disent pas, la France, dans son incapacité de retourner maintenant en Afrique, là où elle est chassée de beaucoup de ses précarés, est en train de planifier de faire quoi? D'emmener en masse beaucoup d'États européens, faire une grande armée européenne pour venir envahir l'Afrique, pour que la France puisse récupérer ses terres desquelles elle a été chassée, en l'occurrence le Mali, le Burkina Faso, le Niger et d'autres pays qui sont en train de s'apprêter, cherchant des occasions pour chasser la France et avoir accès au paradis, au sein des saints, la République démocratique du Congo. Et voir un président congolais quitter le Congo, aller à Paris, pensant qu'il va trouver une solution venant de la maison de Nicolas Sarkozy, bien, tout ça, d'Emmanuel Macron. Bon, ça, c'est se tromper. Les Français ne foutront rien pour nous. Ils sont en train de se battre pour leurs intérêts, pour un retour contrôlé par Washington en Afrique centrale. Comprenez pourquoi? C'est le Rwanda maintenant qui est utilisé comme une pieuvre par Washington. Les Américains sont en train d'entraîner les militaires Tutsis, rwandais, les kagamistes, les formations spéciales. L'Amérique dépense beaucoup d'argent pour militariser les Tutsis, afin de les propager dans beaucoup de pays autour du Congo. Ainsi, on vous parle de 12 000 hectares qu'on doit prendre au Congo-Brazza. Les Rwandais étant pauvres, n'ayant pas l'argent, c'est simple à comprendre. C'est les Anglo-Saxons qui veulent prétendre acheter ces terres-là à travers les Rwandais pour faire leur camp d'entraînement, leur base d'attaque et de déstabilisation du côté ouest du Congo. Ils ont déjà réussi à l'est. Nord Kivu, Sud Kivu, c'est en insécurité pendant beaucoup d'années. Là, ils ont déjà maîtrisé le coin. Ils ont implanté les ZADF Nalu, côté Beni, là-bas. Et ils ont les M23, les Tutsis de Kagame. Là, ils sont sûrs. Maintenant, ils rêvent de faire quelque chose au nord. Ils ont déjà réussi à infiltrer une femme rwandaise Tutsi qu'on a engrossée par le président centrafricain d'aujourd'hui. Hein? Je ne sais pas, son nom là-bas, il s'appelle comment? Ils ont des noms un peu compliqués, ces gens-là. Le nouveau président centrafricain a réussi à engrosser une femme Tutsi rwandaise qui lui a déjà mis au monde un enfant. Et pendant la guerre qui était là, les anti-Balaka et tout ça, la France a essayé d'aller pacifier la République centrafricaine. La France a échoué. Pourquoi? Parce que l'Amérique mettait des crocs en jambes. Et l'Amérique a réussi à amener en Centrafrique des casques bleus rwandais Tutsis par excellence, qui sont allés remettre de l'ordre là-bas, sous couvert de l'ONU, mais c'est l'Amérique qui les sponsorise. Ils sont beaucoup maintenant. Ceux qui gardent les forêts, les territoires là-bas, retirés de la République centrafricaine, ce sont les Rwandais Tutsis, qui font même des salongos chaque samedi. Et ils sont en train de contrôler le fleuve Ubangi, qui sépare la République démocratique du Congo et la République centrafricaine, prêts à attaquer n'importe quand. La société civile de la République centrafricaine a déjà écrit une note, des documents prouvant qu'il y a des Rwandais au bord du fleuve Ubangi, prêts à attaquer la République démocratique du Congo. Les dirigeants du Congo que vous avez là-bas, qu'ont-ils déjà fait de cette histoire? Silence. Allez du côté de l'Angola, c'est ExxonMobil, société pétrolière américaine qui contrôle le pétrole de l'Angola, accompagnée avec Elf Aquitaine, sous appellation de quoi? Des Français que vous avez aujourd'hui. Comment est-ce qu'ils appellent leur histoire là-bas? Total. La France et l'Amérique se retrouvent déjà en Angola. Et toi, tu vas aller voir le président angolais, président congolais, pour qu'il t'aide. Il va t'aider comment?
Car ce régime qui est là, c'est le régime des communistes. Ils n'ont jamais été amis aux Américains. Leur ami, c'était Savimbi qu'ils avaient liquidé parce que Savimbi n'avait pas compris que le monde avait changé. Et même Mobutu. Mobutu est mort bêtement et Savimbi, pourquoi? Ils n'acceptaient pas qu'il y avait déjà un changement. Ils ont tardé à s'adapter. Et comme les Américains pensent rapidement, agissent rapidement, il fallait éliminer Mobutu et Savimbi. Si Savimbi avait compris, papa, grand déjà changé, je change aussi. Savimbi devait être le président de l'Angola jusqu'à aujourd'hui. Il a traîné à comprendre. Mobutu aussi a traîné à comprendre que Massolé s'est changé à Kala. Tout changé Bissopé. Mobutu s'est entêté dans un coin là-bas. Il fallait qu'on le chasse. Avec Savimbi, qu'on l'élimine. Et Eduardo dos Santos avait compris. De communiste, il est devenu capitaliste directement. L'Amérique a dit, tu restes là. Comme Savimbi occupait le côté angolais avec trop de diamants, Eduardo dos Santos le côté angolais avec trop de pétrole, l'Amérique a déjà installé cette société de pétrole là-bas. Eduardo dos Santos est parti. Vous avez Jean Lourenço, un américaniste tout fait. Toi, président congolais, tu sais que ce sont les Américains qui nous troublent. Tu vas encore en Angola chaque fois dire à Jean Lourenço, faire quoi? Signer les accords de Luanda, tu cherches quoi? C'est-à-dire, tu n'as pas encore compris. Tu vas au Congo-Brazza chez Denis Sassou Nguesso, qui a déjà vendu le droit d'aînesse à Kigali. Il est allé faire un discours au Parlement rwandais en félicitant les Rwandais tous qui étaient victimes du génocide. Un peuple debout, décisif, grand. Vous faites la fierté de l'Afrique. Les Rwandais tous, ils sont en train de vouloir la mort, l'effacement total de la race bantou. Et voir un président bantou aller sur la terre des Tutsis au Rwanda, féliciter les Tutsis qui sont en train de tout faire pour dominer et éliminer la race bantou. On a un problème chez le président bantou du Congo-Kinshasa et du Congo-Brazza et de la République centrafricaine qui a mené une Rwandaise Tutsi dans les murs de la présidence avec un enfant dans les mains à qui on a forcé des casques bleus. Tutsis rwandais qui contrôlent la République centrafricaine. C'est eux qui font la sécurité de la présidence. Imaginez. L'Angola, je vous ai déjà dit, il y a des Rwandais déjà en Angola. Les Rwandais, c'est l'armée maintenant que l'Amérique utilise pour protéger ses intérêts. Ils l'ont fait au Mozambique. Ils ont pris le pétrole mozambicain à peu de dollars. Les opposants de la Mozambique ont dit non. Le gouvernement, tu as signé des contrats sans informer le Parlement ni même le Sénat. Confusion politique. Beaucoup de militaires se sont révoltés et les politiciens civils de l'opposition. Une partie de l'armée a commencé à aller faire le blocus devant les citernes de pétrole. Ils ont commencé à tirer même pour les brûler. Jusqu'à ce que nous devons nous asseoir et regarder ce contrat-là. Ça doit bénéficier aux enfants de Mozambique. Qu'est-ce qui a eu lieu? L'Amérique a envoyé les Rwandais Tutsis en masse pour aller tuer les rebelles. Ce sont les Rwandais qui contrôlent la Mozambique jusqu'à aujourd'hui. Le pétrole qui est là, c'est commandé. Ce sont le pétrole de qui? ExxonMobil, américain. Total, de la France encore. Vous savez, les Rwandais sont au Mozambique. Ils sont en Angola, côté pétrole. La Zambie, leur président d'aujourd'hui est dans de sérieux problèmes. Il a ouvert la porte aux Américains qui ont déjà construit un barracks. En anglais, on dit barracks. En français, c'est un camp, déjà là-bas. C'est-à-dire, on présage de faire quoi? Une base militaire dans le futur. Ils ont fait signer au nouveau président zambien, Hakainde Hichilema, HH, beaucoup d'histoires là-bas, sous forme de mémorandum d'entente, Memorandum of Understanding. Beaucoup d'histoires avec les Américains, on t'impose, parmi lesquelles l'exploitation de votre lithium de Manono. On vous a trompé au Congo que ça va commencer à quitter le Manono pour être lavé à Lubumbashi. Or, c'est faux. Il n'y a aucune facilité, aucun bâtiment, aucune usine prévue pour le raffinement de ce lithium là-bas au Congo, au Katanga. Non. Quand vous entrez dans les documents, le raffinement, bien la raffinerie, va commencer à se faire où? En Zambie. Les autorités congolaises sont allées signer en secret, sans informer le Parlement du Congo, ni même le Sénat.
Par l'initiative de qui? De Joseph Kabila, qui a entraîné Félix Tshisekedi dans cette histoire. Kabila voulait faire sortir le lithium du côté de lac Tanganyika pour aller faire tout ça en Tanzanie, d'où il était venu. Tshisekedi est venu bras de fer. Il a refusé cette histoire. Kabila a aussi apaisé pour que ça ne se fasse pas au Congo. Tshisekedi va bénéficier. Alors, comme ils ont signé les accords de Kingakati, c'est-à-dire article 2, partage de pouvoir dans tout ce que nous allons faire, Kabila a proposé d'aller chez SADC. Il a fait le tour de la Zambie, Zimbabwe, Botswana, Afrique du Sud. Ils ont trouvé un accord. Faites-le maintenant en Zambie. Considéré comme un terrain neutre. Ce n'est ni le terrain de Félix Tshisekedi, ni le terrain de Joseph Kabila. Vous voyez, votre lithium de Manono, au lieu qu'on exploite ça là-bas, qu'on raffine ça là-bas, qu'on crée des usines de transformation là-bas, qu'on fabrique des piles là-bas, même des batteries à voitures électriques chez vous, pour créer de l'emploi pour vous. Les fils de Manono, balubakata majorité, ba makelele comme réseaux sociaux. Bakata katanga ba mingi ni balubakat. Amonata koule. Pas que chambula église de Kolwezi. Kasa yi, moi amuye ni muna fanya. Lithium meno lebe antako bebe. C'est Joseph Kabila qui est allé voir le président zambien dans l'un de ses voyages, comme il a l'habitude d'aller en Afrique du Sud, tout ça. Il est allé dire à Kainde, tunafanya deal na gouvernement ya sasa, deal yetu ya Kingakati 50-50, kupartajana biote. Milita kitosha ku Tanzanie mina shindwa, on va le faire maintenant chez vous. Le président dit, pas de problème. Le président zambien n'a pas de problème. Il est assis chez lui, c'est vous qui lui amenez le business. Qui est idiot? Vous-même les Congolais. Pourquoi vous ne pouvez pas créer les emplois chez vous? Pour empêcher au Balubakat de quitter le nord pour venir faire trop de bruit au sud du Katanga, dans le Katanga du sud. Le nord n'est pas construit. Tout le monde se bat pour Lubumbashi. Biba kole, muko Lubumbashi. Afu kwa nukule ku nord. Kuko mari ya nguvu tena sana. Mungu anamipa. Hein? Ça commence. Oh, Lomami. Ça va même au Tanganyika. Mungu na mari na mwe ya bien. Iko na valeur mwa na coltan leo yi makamba mikolo eza ba problème électronique, les voitures électriques, électroniques, tout ça, les balubakat. Vous avez une richesse exorbitante. Vous n'y songez même pas, vous tous. Vous êtes occupés à vous distraire à Lubumbashi, c'est les Basanga, les Kaonde, les Babemba, Lubumbashi. Non. Qui voulait vous dribbler? Votre frère, soi-disant Joseph Kabila Mouloubakat. Savez-vous qu'il avait déjà signé tout pour que ce lithium-là quitte Manono, aille sur camion au port de Kalemi, sur les bateaux. C'est pourquoi Kabila rentre ma bateau. On allait commencer à charger ça. Ça traverse le lac Tanganyika, ça va en Tanzanie. Kabila Shikata, niwe tout. Kabila nandukwenu. Kabila nandukwenu. Ayant échoué la sortie de ce lithium là-bas par le lac Tanganyika pour aller chez eux en Tanzanie. C'est pour cela qu'il avait mis qui c'est Zoé Kabila, son petit frère, gouverneur du Tanganyika. C'est pour superviser le vol du lithium. Kama Mujwaki. Kiungo Kumanza, c'est lui qui est allé dire à Félix Tshisekedi, Tosha ule nyangalakata Zoé, ni bangifi. Ainsi, il fallait que Mtosha Zoé parle. Baminga Mujwaki, pourquoi Zoé, il fallait que Mtosha parle. C'était la mafia au centuple. Biloko Maman Sifa, la famille Kabila. Et quelle famille? Il y a 23. Kamana Joseph Kabila, ni Janet Kabila, ou bien Zoé. Il famille Mzee Kabila Mkatuba Baba Contact. Moi, c'est que la vérité. Maintenant, tout a déjà été signé pour le raffinage de ce lithium là-bas, la transformation, la fabrication de batteries électriques en Zambie. Pas même au Katanga, que ce soit Katanga du Nord ou bien Katanga du Sud. Sur demande de Kabila. Comme il a échoué la sortie au Nord, il veut que ça sorte au Sud pour rassurer Tshisekedi. Mais malgré tout ça, les deux ont toujours tort.
Pourquoi ça ne peut pas rester sur le territoire katangais au Congo? Je vous laisse un devoir à domicile. Et les Américains ont signé des contrats. On ne voit jamais les Américains venir au Congo, que ce soit dans l'Est, là où on tue des milliers de Congolais, des millions, ni même Kukatanga, Kukomari, Katanga, Bakatumbi, Nzo, Aranza, Kuiba. Les Katumbi sont de vrais criminels, On va commencer à prendre le lithium de Manono pour l'amener notamment à Lubumbashi, en trompant que la transformation sera à Lubumbashi et ça va prendre la route de la Zambie. Pour arriver où? Dans des usines qui existaient déjà, qui sont déjà là, construites depuis longtemps et Katumbi utilisait. Moïse Katumbi. Qu'est-ce que Moïse Katumbi faisait? Moïse Katumbi prenait le cuivre du Katanga dans ces camions là-bas, MCK, brut. Cuivre qui n'est pas raffiné. C'est-à-dire, il prend du brut. Il fait passer ça quand il était gouverneur pendant 8 ans. C'est le job que Katumbi faisait. Ses propres camions quittaient avec le cuivre brut pour aller en Zambie. Dans ces usines-là, il y a trop d'usines que Katumbi utilisait là-bas. On va jeter ça là-bas, c'est du brut. On va raffiner en Zambie. On raffinait le cuivre du Congo d'MCK, propriété de Katumbi, en Zambie. Et quand on raffine le cuivre, on l'appelle cuivre. Mais quand c'est brut, c'est-à-dire ce n'est pas cuivre, ça a beaucoup de composantes. Il y a du pourcentage du cuivre là-dedans, bien sûr. Il y a du pourcentage d'uranium, un tout petit peu. Pourcentage de soufre, du fer, manganèse, zinc, vous voyez, etc., etc. À partir de la Zambie, on spécifiait. Après le raffinage, on mettait le cuivre là-bas. On met des pourcentages d'or, on met là-bas, soufre, on met ici, manganèse, on met là-bas, zinc, on met là-bas, fer, on met là-bas. Maintenant, Katumbi vendait 3 produits, bien, même 7 produits différents. Afrique du Sud, ça prend le port, ça va là-bas. Katanga et Mikuba, ce n'est pas seulement les Mikuba qui font le Katanga. Le Katanga a de l'or. Le Katanga a du cobalt. Tu creuses le cuivre, mais il y a un pourcentage de cobalt là-dedans. Pourcentage de soufre, de manganèse, de zinc là-dedans. On ne parle pas de tous les autres minéraux. On vous bourde les oreilles avec Mikuba, non. Le Katanga est riche en beaucoup d'histoires. C'est ce qui a fait que Katumbi est devenu milliardaire. Quand on vous dit Katumbi ni mwizi, Mutabi Chapal, on a Mtsukia Chairman. Hein? Il n'est d'abord pas Katanga, sa maman est zambienne. Hein? Moi, je suis dans 2 groupes des Zambiens. Pourquoi les Zambiens m'ont fait entrer dans leur groupe, le groupe des intellectuels, qui font même campagne, qui parlent politique? Quand on a commencé à traiter les dossiers du lithium, j'étais le premier Congolais à parler anglais pour interpeller le président zambien. De quel culot tu signes des contrats en Zambie avec le ministre des Affaires étrangères, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, pour le transport du lithium congolais de Manono, au lieu que ça reste sur le sol katangais, toi tu veux que ça aille chez toi en Zambie. Tu vas faire entrer la guerre en Zambie. La Zambie a toujours été jusque-là un pays de démocratie. Les élections n'ont jamais été compliquées. Il y a la paix. Avec vos signatures, avec les cowboys de Washington, les Yankees, les signatures. Qu'est-ce qui tue le Congo? Qu'est-ce qui amène la guerre au Congo? Ce sont les accords. Les politiciens congolais ont signé des milliers d'accords en secret. Avec des multinationales, des individus, des États, tout ça. C'est ça qui nous crée la guerre. Ils ne disent pas la vérité. Pourquoi Président Zambien, tu commences ce jeu-là. Le jeu qui a fait pourrir le Congo. J'ai parlé en anglais 5 minutes seulement. Ma petite vidéo a fait tabac en Zambie. J'ai reçu beaucoup de contacts. Ils m'ont fait entrer d'office dans 2 grands groupes WhatsApp des Zambiens. Je sais beaucoup d'histoires qui se passent sur la politique de la Zambie. Quand je vous dis, il y a des rebelles de soi-disant Bakatakatanga qui sont déjà en Zambie, à Lusaka, Utanibich, entraînés à Bulawayo.
John Numbiago au Zimbabwe. Hein? À Harare. Mais la deuxième ville de Zimbabwe, c'est Bulawayo. C'est là où on est en train d'entraîner les soi-disant Bakatakatanga. Chaque fois, ils sont en Zambie, à Lusaka, pour voir comment signer des accords. Et ce qui est un peu curieux et regrettable, ce ne sont plus les Katangais. Ce sont les Rwandais qui se retrouvent encore là-dedans. Qui sont prêts à venir attaquer le Congo du côté du Katanga. Et les Katangais, soi-disant Bakatakatanga, indépendantistes Katangais, ont accepté les Rwandais Tutsis, qui sont en train de contourner le Congo, qui sont arrivés même en Zambie, pour chercher des signatures afin d'attaquer le Katanga. Et les indépendantistes katangais, voulant nous berner nous tous, ont accepté que ces Rwandais les aident. C'est-à-dire automatiquement, eux, les soi-disant indépendantistes katangais, n'ont rien. Ils n'ont pas d'armes. Ils n'ont pas de diplomatie internationale. Ils font appel aux Rwandais Tutsis, tout en oubliant ce que les Tutsis ont su faire au Congo. Plus de 15 millions de morts. Et ce qu'ils sont en train de faire au Congo. Vous condamnez Tshisekedi, qu'il a laissé le pays aux M23, vous-même, soi-disant indépendantistes katangais, vous allez chez les mêmes Rwandais, tous ceux qui sont en train de tuer dans l'Est. Vous êtes en train de faire quoi? Pour signer des accords. Et vos accords, ça dit quoi? Que les Tutsis viennent vous aider à prendre le Katanga, à le couper du Congo, et les Tutsis vont commencer à prendre 60% de toutes les richesses du Katanga. Vous, les indépendantistes, vous n'allez prendre que combien? 40%. Est-ce que vous êtes les Katangais ou bien les infiltrés? C'est pourquoi nous vous disons, faites attention. L'indépendantisme du Katanga, tant chanté, ça ne vient pas des Katangais, des infiltrés. Le Katanga est infiltré jusqu'à la moelle épinière. Katumbi, on a tiré leur rôle moulendani. D'origine zambienne, il n'a jamais été prince chez Kazembe de la Zambie, mais curieusement, il est devenu prince de Bayek. Quand nous connaissons la Rwanda comme Mama Yako, au Congo, oui, mais Mama Yako, origine de Zambie, tu n'as pas de grade de prince en Zambie. Curieusement, on a la prince au Congo. Tu vois? Bakatumbi, Bakabila, Badjono, Mbibotebal. J'ai pas comme problème. Tshisekedi est affaibli. Pourquoi? Il a accepté d'entrer dans une histoire. Il croit qu'il va les dribbler. Non. Moi, j'avais fait une vidéo tout juste quand Tshisekedi finissait de prêter serment. Bitamkuya nguvu. Aina mchezo. Nikimpumina, kinyoka, kimwa, kinene sana. Tshisekedi est allé entrer dans une histoire qu'il sous-estimait. Hier, on a que... Mitenganda fanya bintu. Attention. Congo, alors, c'est ainsi, nous venons de parler, je vous ai donné mes idées, apprendre à laisser, méditer sur ça. Mais si vous voulez connaître ce qui est en train de se passer en Afrique centrale aujourd'hui, cherchez le livre intitulé « Le retour du Mwami ». Mwami comme le chef coutumier des Rwandais, des Burundais et certains chefs coutumiers dans l'est du pays. Même le chef de Bayek, vous savez pourquoi on l'appelle Mwami, Kaneranera, le chef de Basumbwa, parce qu'il est de la Tanzanie. Au Katanga, aucun chef coutumier ne s'appelle Mwami. Non. Nous avons les Mwantes et les Balopwe. Même les Mfumu. Un chef coutumier au Katanga, comme un Mfumu, ni Mulopwe. Comme un Mulopwe, ni Mwante. Quand un chef coutumier au Katanga devient Mwami, il est de l'Est de la République démocratique du Congo. Quand Kaneranera vient, il se mwamifie. Comprenez, c'est un Tanzanien Musumbwa. Ils sont proches des Rwandais et des Burundais. Je vais vous dire beaucoup de choses. Ce sont les infiltrés qui affaiblissent aussi le Katanga de l'intérieur. Comprenez pourquoi moi, l'aigle d'écologie dans mes recherches, je sais la mafia que Kabila, Katumbi et les Munongo ont joué pour amener le désordre qui est là. À prendre ou à laisser. Faisons attention, on risque d'australiser l'Afrique centrale.
par les anglo-saxons. L'expérience de ce qui est devenu l'Australie, je vous ai raconté ça. Il y a 1000 risques que cette expérience qu'on est en train d'essayer en ramenant tous les demandeurs d'asile de l'Angleterre vers le Rwanda, ça sera très facile de faire passer leurs mercenaires ou bien leurs mercenaires futurs. Car le Rwanda et l'Ouganda sont deux pépinières qu'on utilise par les anglo-saxons pour la formation des hommes d'armes, afin de les lancer comme des chiens, enragés vers des pays qu'ils veulent déstabiliser, piller, et là où ils veulent assassiner les gens. Ainsi Kagame est en train de jouer mauvais jeu. Quand on veut parler du retour des Hutus au Rwanda, tout le monde, les Anglais, les Américains, les Français, les Belges, vont vous dire que le Rwanda est plein. Il y a un problème de population, problème de territoire, pour que les Hutus ne puissent plus retourner. Eux, les propriétaires, les vrais originaires du Rwanda. Mais quand il s'agit d'amener les gens venant des quatre coins de la terre pour remplir le vide que les Hutus ont laissé, c'est un projet du grand remplacement. C'est-à-dire, ils sont en train de déhutufier le Rwanda, en train de tussifier le Rwanda et de vouloir tussifier la région des Grands Lacs. C'est-à-dire, en train de déhutufier, de bantoufier, de bantoufier. À une plus grande échelle, les anglo-saxons sont en train de nous faire la guerre, nous les bantous, en utilisant les Tutsis comme leur arme. Point barre, comprendre vite. C'est à nous d'être souples. Nous n'avons pas de problème avec les Tutsis lambda. C'est le régime de Kagame, Museveni et consorts. Et on a le problème avec les dirigeants de la République démocratique du Congo. Aussi longtemps qu'ils ne prendront aucune décision, ils seront dans des draps. Ils vont nous retrouver sur leur chemin. Et les présidents bantous ne sont pas seulement chez nous au Congo. Denis Sassou Nguesso, c'est un bantou, Congo-Brazza. République centrafricaine, Archange Touadéra, un autre bantou. John Lourenço de l'Angola, un autre bantou. Akainde Chilema de la Zambie, un autre bantou. Mais regardez ces bantous que je viens de mentionner, sont en train de laisser leur territoire pour que les anglo-saxons viennent leur faire signer des bêtises, en injectant les Rwandais Tutsimena partout. Pourquoi subitement je vous ai raconté que Bagata Katanga sont devenus maintenant des Rwandais? De quel comment? Bagatanga Banako. Vous allez nous dire que le Katanga manque de jeunes qui peuvent sortir, prendre les armes pour couper le Katanga si on a envie de couper le Katanga. Pourquoi subitement les Bagata Katanga deviennent les Rwandais? Hein? Bandou, tant que vous raisonnez. Moi je vous ai toujours dit, une idéologie politique n'a pas de problème. Ce sont les idées cachées derrière cette idéologie politique. Tu me parles de l'autonomie du Katanga, l'indépendance du Katanga. Je n'ai pas de problème avec toi. Mais que ça soit pacifique. Viens nous prouver qu'au moment où nous sommes, le Katanga doit être retranché du Congo. L'État m'a papier, pas les... Faut une campagne. Pour prouver que nous tout à bien. Jovi. Après, on va nous bon, ni joa nini. Oh, ni Bakasai. Donc, après Bakasai, vous êtes tunabaoua. Nous sommes out à Katanga. Donc, comment on va Katanga ne peut pas Bakasai? Ce n'est pas une raison politique. Batakuche Katanga ONU. Ah, attends. Après, on va Bakasai, bon, Banasa vivre Mukatuba bien. Moi, Bakatanga, tu n'as mis comme ma bureau, Yota Katanga, Bakasai, va gagner nos chats tout mon soc. Utakata Bakatanga. On te met devant le fait accompli. Batangara non, on a une idéologie Katanga, c'est la haine tribale. On a une idéologie prouvée. Dissertation comme ça. Travail de fin de cycle. Mémoire yako. Prouver que Katanga tu n'as pas à Wikata. Il y a beaucoup de choses à dire. Apana ma raison, il y a Bubumba, Fuju Bakasai Banayal. Bakasai Banayal, Jenana Renda Kubaita, Shimoïs Katumbi, votre soi-disant Katangé. Kasai Wakira Talam, Kasa, non, si tu regardes sur les carrières, c'est que Tumige est venu nous appeler en premier lieu. Mourtona Kassi Transma Touroud. Banami Wina déjà. Un point. Deuxième point. On n'était pas à la présidence. On n'a jamais pris de chars de combat pour combattre les Katangais.
celui qui est là, notre frère Mukantombolo, était assis chez lui à Limete. Ce sont les Katanga eux-mêmes, avec un généralissime 4 étoiles, qui est un Mukatakatanga, un Juferi, un homme qui n'aime pas les Kassaïens. Comment John Numbi était cette nuit-là, là-bas, pour accepter qu'un Kassaïen prenne la présidence? La communauté internationale va trancher. Moi, je me qui est idiot? Pas idiot. C'est pourquoi nous vous disons, il y a moyen de faire mieux. Quoi, Moukalamouche, Dieu d'abord source un problème ni banani. Mon a bloqué wapi moi bakatange amu pende ko chik. Cela ne veut pas dire que vous ne connaissez pas. Non, vous savez votre problème se trouve où. Problème nini, vous êtes tous des tribalistes. De la même manière que vous pointez que les Kassans sont des tribalistes. Votre bakatakatangisme n'est pas basé sur la bonne idéologie, la pensée cartésienne. C'est sur le tribalisme tout court. Parce que quand vous étiez à la présidence avec Kabila, 18 ans, vous avez gâché le pays. Vous ne parliez pas. Vous étiez en train de faire la fête, vous aussi. Et maintenant que vous-même, vous avez donné le flambeau aux Kassaïens. Non, Congo n'a Ribika. Non, Congo n'a Ribika depuis Zamani. Moi, je me dis accélérer Bilabike Zaidi. Et pourquoi cette histoire aujourd'hui? C'est parce que Kabila, c'était un égoïste. Le destin du Congo était là-bas. À la sortie de la présidence, Kabila avait 2 chemins devant lui. Les 2 chemins. Récitation de l'école primaire. Un enfant au bord d'une route, au bout d'une route, trouva tout à coup 2 chemins. Fallait-il prendre à droite, ou bien à gauche, ou bien rester là toute la nuit? Kabila avait tout. Il était un homme libre. Les élections sont allées en faveur de Fayoul. C'est ça la volonté du peuple congolais. Même les opposants, la majorité était d'accord. Dans leur péripéties, leur tournure historique, là-bas politique, Fayoul était là. Pourquoi Kabila refusait de donner à Fayoul? On allait connaître d'autres choses à cet instant. Parce que Fayoul ne représentait pas les intérêts de Kabila. Kabila, avec ses partenaires anglo-saxons, ne voyait pas en Fayoul quelqu'un qui allait protéger leurs intérêts de Kabila en tant qu'individu, sa famille biologique et ses partenaires, ses agents avec lesquels il travaille au Congo, et même d'autres agents à l'extérieur qui ont pillé les minéraux pendant 18 ans de Kabila. Il voyait en Fayoulou un homme dangereux, qu'on n'allait pas endormir facilement, qui, une fois au travail, à la présidence, allait mettre des documents sur la table pour qu'il y ait des poursuites judiciaires, et au Congo, et en dehors du Congo. Kabila a choisi de ne pas laisser les Congolais gagner, l'intérêt des Congolais primé. Il a choisi son propre intérêt, lui, sa propre famille biologique, ses cadres du PPRD et leurs partenaires en dehors du Congo. Ainsi, il a mis la volonté du peuple congolais de côté. La constitution du Congo, panikalap. Ils ont fait signer un papier la nuit là-bas à Kingakati, le 8 janvier 2019, après avoir coupé l'Internet pendant 21 jours. Maintenant, c'est le deal. La constitution du Congo ne fait rien. Pourquoi rien ne marche au Congo? C'est que vous avez là-bas le tshisekedisme. C'est un pouvoir qui ne tire pas son origine de la constitution de la République démocratique du Congo. Tout bien ni intellectuel. Qu'est-ce qui a fait arriver ce que de la présidence? Est-ce votre constitution ou bien c'est un papier, une page qu'on appelle l'accord de Kingakati avec 3 points, 3 articles? C'est l'accord de Kingakati. Tshisekedi est géré par l'accord de Kingakati, non pas par votre soi-disant constitution. Et quand vous mélangez votre constitution de la République démocratique du Congo et l'accord de Kingakati sans même le comprendre, c'est comme si vous mélangez les chèvres et les moutons. Vous n'allez trouver aucune solution. Tshisekedi est arrivé là-bas dans l'esprit de l'accord de Kingakati. Et cette histoire est toujours d'actualité, même sous la table. Rien ne marche au Congo, pourquoi il y a des puissances, des partenaires qui se tiraillent sous la table. Tout le monde veut bloquer tout le monde et tout le monde veut
donc déstabiliser tout le monde. C'est pour cela que tout le monde ne peut pas travailler en paix, car tout le monde est occupé à tirer. C'est comme si je me sors, je vais accélérer mon véhicule, quelqu'un me tire. Les accords de Gingakati. C'est ça, l'entente, la compréhension facile. C'est pourquoi parfois on dit les Congolais, nous faisons la honte des académiciens du monde entier. À un problème constitutionnel, il faut trouver une solution constitutionnelle. À un problème politique, il faut trouver une solution politique. Mais à un problème extra-constitutionnel, comme le pouvoir de Tshisekedi, il a eu ça d'une manière à l'extérieur de la Constitution. C'est pour cela qu'on dit extra-constitutionnel. C'est extra-constitutionnel parce qu'il a eu son pouvoir en dehors de la Constitution. C'est aussi anticonstitutionnel parce qu'il a eu ce pouvoir là-bas à l'encontre. Non pas selon la volonté de ce qui est écrit. Personne n'a considéré la Constitution. Mais toi, tu viens là-bas, Université de Lubumbashi, de Kinshasa, de Kisangani, beaucoup de petites universités que vous avez créées au Congo. Vous voulez prendre votre constitution là-bas pour lire à Tshisekedi. L'article 198, l'article combien? Non, vous passez le temps. C'est-à-dire vous ne connaissez pas l'origine de la montée de Tshisekedi à la présidence. C'est quel article qui a consacré Tshisekedi comme président du Congo? Hein? Vous avez vous tous accepté. Quand nous on disait Apana, vous nous insultiez. Les pasteurs sont venus poser même les mains, c'est la volonté de Dieu. Est-ce que Dieu peut donner un cadeau empoisonné à son peuple? Quel Dieu? Dieu peut faire qu'un peuple continue à souffrir éternellement. Regardez bien votre Dieu. Ainsi faites attention, on risque de tourner le Congo en Australie. Faites attention. Les Anglais ne badinent pas. Petit à petit, le Rwanda sera rempli de mercenaires bien armés, d'où ils sont venus à partir de leur base militaire du monde entier. Ils vont les faire passer à partir de l'Angleterre pour les amener au Rwanda. Vous n'aurez que des yeux pour pleurer. Moi, je suis qui à Kelwen. Vous ne foutez rien, mais vous voulez condamner tout le monde. Non. Avant de condamner les autres, essayez quelque chose. C'est en essayant de faire quelque chose que vous allez voir ceux qui vont commencer à vous bloquer. Et vous allez déchiffrer qui est votre ami et qui est votre ennemi. Toi, tu ne fais rien. En ne faisant rien, si tu restes un ne faisant rientiste, tu ne vas jamais déchiffrer qui t'aime ou bien qui te déteste. Commence à faire quelque chose. C'est là où tu vas voir tes vrais amis et tes vrais ennemis. Et peuple congolais, si vous voulez voir vos vrais amis et vos vrais ennemis, levez-vous, faites un pas. Même la Bible nous dit, l'Éternel, ainsi parle l'Éternel, est-ce que ma main est courte pour vous bénir, pour ouvrir les fenêtres du ciel, les écluses du ciel, et donc faire tomber ma bénédiction sur vous? Non. Levez-vous et marchez. Commencez et tentez-moi pour voir si moi l'Éternel, je vais vous laisser. Vous ne foutez rien. Mais vous avez déjà des amis et des ennemis sur base de quoi? Non. Levez-vous, commencez à faire quelque chose. Vous allez voir ceux qui vont vous accompagner positivement. Ce sont vos vrais amis, vos vrais partenaires dans la guerre du Congo. Et automatiquement, vous allez voir les serpents se lever. Pour l'instant, c'est difficile de dire qui est votre ami, qui est votre ennemi. Parce que vous êtes dans un état de léthargie. Vous ne foutez rien. Je m'arrête par ici. Je vous aime tous. Que Dieu nous bénisse. Bye bye.